Ça, c'est moi avec ma mère en Afrique. C'est là où je suis née, il y a 37 ans. J'y ai passé quasiment la moitié de ma vie. Puis je ne pensais pas jusqu'à quel point ça allait marquer mon existence. Je l'ai juste réalisé il y a à peu près 3 ans. Quand j'étais petite, je vivais beaucoup de malaise avec le fait d'avoir la peau blanche, puis autour de moi, il y avait des gens qui avaient la peau noire, que moi, j'étais différente alors que je voulais être comme eux. Je réalisais aussi que j'avais énormément de privilèges. J'avais une maison, j'avais à manger. J'avais rien fait pour mériter ça. Ils n'avaient rien fait pour mériter de vivre dans la rue ou de vivre dans la pauvreté. Je trouvais ça très injuste, puis je ne comprenais pas, puis j'avais du mal à mettre des mots là-dessus quand j'étais enfant. Le temps a passé et Internet est arrivé. Noël 1999, à la maison, on a eu un ordinateur et une connexion 56K. Vous vous souvenez de ça? Je passais beaucoup de temps sur MIRC et ICQ. On avait 60 heures par mois avec ma sœur, 30 heures chacune. Quand c'était l'heure de partir, j'arrivais dans le bureau et j'étais comme « Ah ouais, c'est à moi, laisse-moi la place. » C'était fou, Internet à la maison. C'était fou, Internet tout court. Tout d'un coup, il y avait cette immensité de connaissances et de savoir qui s'ouvrait à nous. Moi, ça me donnait le bourdon. Je me disais, ça se peut pas, c'est fou. C'est fou maintenant. C'est sûr qu'il n'y aura plus jamais de guerre. C'est sûr que les gens vont s'aimer, vont se comprendre, vont se parler. Les barrières sociales vont tomber également. Il n'y en aura plus de problème. Ouais, je suis une grande naïve, optimiste. Je le suis encore. Les années passent encore un peu, puis j'arrive sur le marché du travail. Je travaille dans le web. Et ici, un moment qui me rappelle beaucoup mes premières années de travail, c'est la réunion. La réunion. Les grandes tables où il y avait plein de personnes, où tout le monde avait l'air de savoir ce qu'il fallait faire, sauf moi. Est-ce que je dois avoir mon carnet ouvert? Est-ce que je dois prendre des notes? Est-ce que je prends des notes juste pour moi ou je prends des notes pour d'autres? Est-ce que je dois demander la parole ou est-ce qu'on va me l'offrir? OK, comment ça se fait que tout le monde ait l'air vraiment à l'aise et puis de comprendre ce qui se passe, sauf moi? Manifestement, il y a le manuel qui a été diffusé à un moment, puis j'ai raté ce jour-là. Alors, je commence à regarder autour de moi, puis me dire, bon, ben, OK, je vais copier les gens que je dois faire. Puis je regarde, puis il n'y a jamais personne qui me ressemble. C'est toujours des hommes, puis c'est toujours des hommes âgés. Ils sont où les jeunes, puis ils sont où les femmes? Parfois, je prends la parole. Je suis vraiment heureuse à ce moment-là. Je dis quelque chose que je préparais déjà depuis 20 minutes dans ma tête. Puis là, aucune réaction. On ne me dit jamais si c'est bon, on ne me dit jamais que c'est pertinent, on ne me dit jamais « Ah, c'est bon, mais… » ou une critique constructive. J'aurais pris n'importe quoi. Fait que là, je me dis « Bon, c'est soit le message, soit la messagère. » Puis moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste, vous l'avez compris. Puis je pense que le monde est bon. Alors je me dis que ça doit être moi le problème. OK, parfait. Je vais me changer. Les jours où je dois rencontrer mes boss, j'arrive sans vernis à ongles, je mets des pantalons, je ne complimente plus la coiffure de ma collègue que je trouve si belle. Puis là, je vois mon attitude qui change. Je commence à vouloir ressembler aux gens autour de moi, aux hommes. Je gomme ma féminité, je me sens pognée dans ma féminité, je la rends responsable du manque de crédibilité que j'ai auprès de mes pairs. Puis ça, c'est quelque chose de très courant en technologie ou dans n'importe quel milieu où les femmes sont en minorité. Vouloir devenir one of the boys, c'est normal, elles sont peut-être l'unique femme du groupe, elles regardent autour d'elles, elles copient les personnes qui leur ressemblent. Puis en faisant ça, souvent, elles se mettent dans ce qu'on appelle l'effet de réaction, où elles piétinent les autres femmes pour s'élever. Il y a tellement peu de place
pour les femmes qu'en fait, on est obligé de se battre pour les avoir. S'il y en avait plus, on n'aurait peut-être pas besoin de faire ça. Puis le problème des femmes en technologie, c'est un peu le problème de toutes les femmes sur le milieu du travail, point. Certes, en technologie, on n'est pas très nombreuses. Puis si on prend d'autres domaines où on est un peu plus nombreuses, qui c'est qui a la direction? C'est forcément des hommes. Puis cet effet de réaction dont je vous parlais, d'être one of the boys, c'est un peu normal finalement. Qui c'est qui a envie de faire partie de l'équipe perdante? Celle qui dirige ni nos pays, ni nos entreprises. Fait que je me mets à jalouser les femmes. Je me mets à ne pas être contente de leur succès, parce que je voudrais que ce soit mon succès. Je voudrais qu'elles n'en aient pas. Je voudrais être la seule qui en ait. Puis là, j'ai comme un déclic. C'était dans ma face toutes ces années, mais je ne l'avais juste pas remarqué. Il n'y a que des hommes. Que des hommes en technologie. 20% de femmes, 80% d'hommes. S'il y a 80% d'hommes, ça veut donc dire que la technologie est fabriquée par des hommes. Si on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, alors on peut se dire que finalement, la technologie est fabriquée par des hommes pour des hommes. Vous trouvez que c'est un peu tiré par les cheveux? Avez-vous déjà remarqué dans vos bureaux comment c'est souvent les femmes qui ont froid? OK, je prends ça pour un oui. Elles ont froid parce que ce qu'on a considéré être la température normale, c'est la température, la chaleur corporelle d'un homme. Et en veston, avec une cravate. On se base sur un algorithme qui est vieux depuis plusieurs dizaines d'années, en fait. Évidemment, personne n'a voulu concevoir un algorithme qui serait discriminatoire exprès. La réalité, c'est juste qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas des femmes sur le milieu du travail. Les salles de bain. OK, encore, merci. Je sens que ça touche une carte. Les files de salles de bain pour femmes, si vous l'avez pas remarqué, sont vraiment plus longues que celles des hommes. Par sentiment d'égalité, on construit des salles de bain aussi grandes pour les hommes que pour les femmes. Mais les femmes prennent 2,3 fois plus de temps à utiliser la salle de bain que les hommes. Pourquoi? Parce que souvent, elles vont être accompagnées d'enfants, par exemple, dont elles doivent s'occuper. Peut-être qu'elles sont menstruées, elles doivent changer. Elles sont plus prônes aussi aux infections urinaires, ça prend plus de temps. Si on voulait vraiment être équitable, il faudrait qu'on construise des salles de bain au moins 2 fois plus grandes pour les femmes que pour les hommes. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était en 2019, quand on devait assister à une première mondiale incroyablement folle, 2 femmes dans l'espace ensemble. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu parce que la NASA a 3 grandeurs de combinaison spatiale. Petite, moyenne, grande. Puis il n'y avait pas 2 tailles pour les femmes. Alors ils se sont retrouvés à devoir aller une après l'autre dans l'espace. Puis comme elles devaient être 2, ben, elles ont été accompagnées d'un homme. Fait qu'on est passé d'une première mondiale de 2 femmes dans l'espace à une femme et un homme pour aller dans l'espace. Là encore, évidemment que la NASA n'avait pas fait exprès de ne pas penser aux femmes à une époque, en fait, où il n'y en avait pas quand ils avaient construit ces combinaisons spatiales-là. Ils les ont faites pour la plupart des hommes et la plupart des hommes. La plupart des astronautes, puis la plupart des astronautes, ce sont des hommes. Dans des accidents de voiture graves, les femmes ont 46% de chances, sont susceptibles d'être blessées graves à 46% de chances de plus qu'un homme. Et elles ont 17% de plus de chances de mourir. Ça, c'est parce que pour les crash tests, on utilise des corpulations d'hommes, des pores de tête, des musculatures. La première version de Siri
Si vous lui demandiez de commander des prostituées ou du Viagra, elle aurait fait sans problème. Mais si vous lui disiez « Siri, j'ai été violée », elle vous aurait dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par violer ?» Dans notre monde, souvent, la norme, ce sont les hommes. C'est des ingénieurs qui ont décidé ça. C'est de la technologie. À la table de décision, il n'y avait pas de femmes. C'est sûr qu'il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de minorité visible non plus. On n'avait pas pensé à les inviter, on n'avait pas pensé à inclure leurs besoins et leurs nécessités dans ces décisions. Combien de temps les femmes vont devoir s'adapter au monde qui les entoure? À quel point elles sont invisibles et insignifiantes pour que leurs besoins ne comptent pas, leur santé, leur vie ne compte pas. Quand j'ai réalisé tout ça, j'étais fâchée. Et j'étais tellement fâchée. J'étais fâchée, puis je ne voulais pas rester fâchée. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai décidé de créer URL. À cette époque-là, je travaillais au journal Métro. Je suis allée voir mon boss, puis j'ai dit « Les femmes en technologie, tout le monde s'en fout, mais moi, je veux contribuer à ce qu'on les connaisse. Je voudrais créer un blog là-dessus. Je voudrais parler d'elles, faire des portraits. » Il m'a dit oui. Parce que la réalité, c'est qu'elles sont là. Elles sont 20%, mais elles sont là. Mais on parle peu d'elles. Les médias ne couvrent pas leurs découvertes, leurs inventions. Parce que si je vous demandais, citez-moi une femme en technologie, citez-moi l'équivalent de Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Même moi, je ne pourrais pas vous en donner. Il n'y en a aucune qui a l'esprit de génie que Steve Jobs avait. L'attention médiatique qu'il avait. « 20% de femmes en technologie. Généralement, on dit qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'elles ne rentrent pas dans l'industrie. Elles ne s'y intéressent pas. C'est vrai. Elles ne s'y intéressent pas parce qu'on ne leur présente pas de la bonne façon. On ne leur présente pas à quel point la technologie, c'est le fun, à quel point on peut faire des choses merveilleuses avec ça. Puis les femmes aiment qu'il y ait un impact, savoir qu'elles contribuent positivement à la société. La deuxième raison, c'est la raison dont on ne parle pas souvent, voire jamais, c'est l'industrie elle-même. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses à quitter l'industrie technologique que les hommes. Puis on ne s'intéresse jamais à cette question-là. On ne s'y intéresse pas, évidemment, parce que c'est sale, parce que c'est plein de sentiments, c'est plein de ressentis, c'est plein de choses vraiment compliquées. C'est bien plus facile de leur dire « Ah ouais, intéressez-vous à la technologie, on va en avoir plus des femmes. » Parce que dans le fond, si elles quittent les industries, si elles quittent les entreprises, c'est parce qu'on n'a pas su les accueillir dans toutes leurs différences, on n'a pas su tirer leur plein potentiel. On se reflète juste la façon dont on laisse, la valeur dont on donne aux femmes dans nos entreprises, dans notre société. URL grandit. C'est bien plus qu'un blog maintenant. On a des collaboratrices, on a un podcast, on organise des événements, on aide les entreprises. Notre vision de la technologie, elle est vraiment inclusive et solidaire. On veut que tout le monde sache à quel point c'est le fun d'être dedans. Parce qu'on pense vraiment que si on présente de cette façon-là, qu'on présente toutes les belles avancées, qu'on présente des modèles qu'on ne présente jamais, alors on va aller chercher la masse. Puis pour ça, je vais vous présenter quelques femmes qui sont bien extraordinaires. Margaret McDesion. Elle a créé des microchips sur lesquels elle fait pousser des cerveaux humains pour tester des drogues qui vont aider à Parkinson ou à Alzheimer. Marina Pavlovic-Rivas, elle travaille sur un patch qui se met sur le bras et qui détecte les fenêtres de fertilité des femmes pour qu'elles décident d'avoir un enfant ou de ne pas avoir un enfant. Evelyne Drouin, alias DJ Mini, elle
Elle aide les enfants qui ont des troubles de comportement. Elle les fait détruire des ordinateurs, reconstruire des ordinateurs, créer des circuits imprimés. Ils arrivent à canaliser leur énergie et être plus efficaces à l'école. Aurélie Wen, immigrée d'origine chinoise, lesbienne, elle a créé son entreprise d'innovation ouverte, puis elle a des clients comme Radio-Canada maintenant. Et une dernière, Isabelle Galliana, qui, elle, aide les victimes de commotion cérébrale à récupérer plus rapidement avec la réalité virtuelle. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on continue de faire pression sur nos entreprises pour qu'elles soient diversifiées et inclusives. Puis si vous avez besoin d'arguments, je vais vous en donner quelques-uns. Les entreprises qui ont le plus de femmes à leur tête sont 36% mieux cotées en bourse que celles qui ne l'ont pas. Les entreprises qui ont plus de femmes à leur tête déposent 20% de plus de brevets que celles qui n'en ont pas. Et les entreprises qui ont majorité de femmes à leur tête sont 4,6 fois plus productives que celles qui n'en ont pas. La pluie a cessé, vous allez bientôt revenir à votre bureau. Puis là, vous allez vous dire peut-être, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu? Je vous encourage à regarder à la prochaine réunion qui sont ces personnes à qui on n'offre jamais la parole, qui sont ceux qui restent dans leur coin. Est-ce qu'on a pensé à s'intéresser à eux? Est-ce qu'on ne s'intéresse pas à eux parce qu'ils ne sont pas bons? Ou peut-être pour leur couleur de peau, pour leur genre, pour leur couleur de cheveux? Qui sont ces personnes à qui on ne demande jamais l'opinion et qui ont quelque chose de pertinent à dire, c'est certain? Offrez-leur votre aide. Offrez-leur votre carnet d'adresses. Offrez-leur d'amplifier leur voix. Vous allez devenir des alliés et vous allez faire partie de la solution. Merci.